Lou est un faible d'apparence maigre qui a été rejeté par toutes les écoles de la ville parce qu'il était un idiot. Cependant, tout change lorsqu'il est finalement accepté dans une mystérieuse académie où il découvre qu'il est en fait un légendaire chasseur de dragons de rang SS et applaudit tout le monde. Tout commence à la gare lorsque Lou demande le train pour sa nouvelle école, mais le gardien insiste sur le fait qu'il n'existe pas. À ce moment-là, un mec nommé Finger apparaît et révèle qu'il est en route pour la même université. Alors Lou le suit immédiatement et lui demande pourquoi l'école est si difficile à trouver. Lorsqu'il s'assoit, Finger révèle que les étudiants de bas rang doivent attendre indéfiniment l'arrivée du train secret. Mais les étudiants de haut rang se voient attribuer des professeurs qui viennent immédiatement les chercher. Liu se sent déçu quand il remarque que Finger bave déjà dans son sommeil et après des heures d'attente, il s'endort aussi. Il fait ensuite un rêve étrange dans lequel un garçon effrayant nommé Mingzi lui parle d'une tempête qui va tout détruire et lui demande si Liu est prêt pour ce qui l'attend. Soudain, Lou se réveille avec Finger qui crie que le train va bientôt arriver. Un agent de sécurité à l'air sans âme se présente alors pour leur donner le traitement de bas rang. Cependant, lorsque Lou leur dit son nom complet, le garde panique lorsqu'il réalise que Lou est le nouvel élève classé. Le gardien lui demande alors de passer sa carte dans une machine et au moment où il le fait, la gare s'illumine et le train arrive soudainement. Quand ça s'arrête, le professeur Guderian saute et serre Lou dans ses bras pour l'accueillir. Plus tard dans le train, Guderian rejette Finger comme un déchet pour qu'il puisse être seul avec Lou. Là, il révèle que leur université est si secrète car elle forme en réalité les étudiants à combattre les dragons. À cela, Lou pense que Guderian a dû s'échapper d'un établissement psychiatrique et envisage de s'échapper. Guderian décide donc de prouver ses affirmations. Il appelle son assistant pour ouvrir une boîte contenant un jeune dragon endormi et raconte comment il a été capturé. Mais Lou insiste sur le fait que c'est juste une poupée dragon bien faite. À ce stade, Guderian lui dit de regarder de plus près. Mais lorsque Lou se rapproche, le dragon se réveille soudainement et tente de s'échapper, effrayant les hommes. Heureusement, le dragon se rendort, mais l'âme de Lou a déjà été effrayée hors de son corps. Lorsqu'il l'empêche rapidement de tomber, Lou admet finalement que sa vie entière a changé. À cela, Guderian l'emmène faire une promenade où Lou lui demande s'il peut se retirer de l'académie. Mais Guderian prévient qu'ils devront effacer sa mémoire si c'est ce qu'il veut, alors Lou décide de rester. À ce moment-là, Guderian ouvre une porte pour offrir à Lou une vue aérienne du collège du château et l'accueille officiellement. Pendant qu'il se promène, Guderian explique que les dragons les plus puissants dorment dans un endroit appelé Shin. Et comme leur mission principale est d'infiltrer Shin pour tuer l'empereur dragon, la langue Shin est devenue obligatoire. Curieuse, Lou fait remarquer que c'est si calme et demande pourquoi il n'y a personne autour. Et à ce stade, Guderian s'en rend compte aussi. À ce moment-là, une alarme se déclenche obligeant Lou à demander s'il s'agit d'une attaque de dragon, mais il se demande alors pourquoi il croit que les dragons existent réellement. Soudain, des coups de feu sont tirés sur eux, alors ils se mettent rapidement à couvert. Pendant ce temps, Lou panique lorsqu'il voit des soldats armés courir partout et se tirer dessus. Juste au moment où Guderian essaie de s'expliquer, il est frappé et tombe tandis que Lou mouille son pantalon. Alors que de plus en plus de gens descendent au milieu du chaos, Lou s'agite et dit ses dernières prières. Peu de temps après, la plupart des soldats sont à terre et les tirs se sont calmés. Lou décide d'aller chercher un médecin mais aperçoit César, le président du syndicat étudiant, et Chu s'approcher. Soudain, ils s'attaquent dans un combat à l'épée si intense qu'ils endommagent certaines parties des bâtiments scolaires. Pendant que Lou regarde surpris et se demandant ce qui se passe, Nono, une chaudasse aux cheveux roux, descend devant lui et lui fait un peu oublier sa situation. Cependant, elle lui met soudainement une arme sur la tempe pendant qu'il implore rapidement sa vie. She then orders him to get down, mais avant lui, Nono est touché par un tir de Suzy. Quand elle descend en disant qu'il est trop tard, Liu perd la tête et entend Suzy dire qu'elle a gagné après avoir obtenu non. À ce moment-là, Ming Zae réapparaît et propose de les punir pour Liu. Alors que Suzy célèbre sa victoire, Liu lui met soudainement une balle dans la tête et tire un coup de feu qui élimine César avant qu'il ne puisse réagir. Avant que Chu ne puisse dire quoi que ce soit, Lou le fait sortir aussi et s'assoit à proximité pour pleurer les morts. Soudain, une musique forte retentit et de plus en plus de dames habillées bizarrement envahissent les champs. Alors Lou implore rapidement qu'on lui laisse la vie mais se rend vite compte de leur médecin. Alors qu'il se demande ce qui se passe, Clean, un professeur, arrive en se plaignant du fait que les étudiants gaspillent les ressources de l'école. Face à Lou, il demande s'il est un nouvel élève et quand Lou confirme cela, Clean demande pourquoi il a participé à la prétendue guerre. En parallèle, Yujirian dit à Lou de l'ignorer et explique que Clean est avare car c'est lui qui gère les budgets. Choqué de le voir vivant, Lou tente rapidement d'exorciser Guderian qui dit alors qu'il n'est pas mort. Lorsque Lou fait remarquer qu'il saigne, Guderian explique que le jour de la bataille pour la liberté était un exercice de tir réel sanctionné par l'école et se frappe avec une balle pour montrer à Lou que ce n'est qu'un tranquillisant qui laisse une tache de sang. Cependant, lorsqu'il s'effondre par la suite, Klein assure à Lou qu'il n'est pas aussi stupide que Guderian. Peu de temps après, les étudiants reprennent leurs activités comme d'habitude, mais Klein décide de dire au directeur d'annuler l'événement. À ce moment-là, César et Chu se présentent pour lui dire qu'aucune des règles de l'école n'a été enfreinte pendant l'événement.
Mais Klein insiste et appelle Anju, la directrice, pour se plaindre des dégâts et du coût des réparations. Cependant, à sa grande surprise, Anju déclare que l'école paiera les réparations et en entendant cela, les élèves célèbrent. À ce moment-là, Anju demande à parler à Lou et quand Klein le met sur haut-parleur, Anju félicite Lou pour avoir vaincu César et Chu lors de son premier jour et laisse échapper qu'il est un étudiant de rang pendant que les autres étudiants écoutent. Après cela, Klein suggère à Lou de trouver son dortoir le plus tôt possible puisque toute l'école le regarde comme s'il venait de rire d'une blague funéraire boiteuse. Quelque part ailleurs, Anju et Lars, un professeur, ont discuté de la possibilité de former un tueur de dragons de génie que même l'empereur dragon craint. Lars commente ensuite que César et Chu sont tous deux des génies rares, contrairement à Lou dont le test bêta a mal tourné en réponse. Anju dit qu'il a fait de Lou Han un élève pour une raison qu'il ne comprend pas encore très bien. Lars craint alors qu'en attendant que Lou s'améliore, César et Chu pourraient l'écraser avant qu'il n'obtienne une réelle confiance. Malgré cela, Anju choisit de croire en Lou et s'interroge sur une opération à venir. En réponse, Lars révèle qu'il se prépare à commencer le lendemain et lui demande s'il est certain de l'emplacement de la personne qui le recherche. En réponse, Anju dit qu'ils doivent juste se méfier du réveil du roi endormi du bronze et du feu car il est imprévisible. À l'académie, Lou arrive dans sa chambre et se rend compte qu'il la partagera avec Finger qui lui réserve alors un accueil chaleureux et le félicite pour sa première victoire. Lorsque Lou déclare que toute l'école veut maintenant sa tête, Finger dit qu'il le soutient et propose de lui faire visiter les lieux. Après lui avoir fait visiter, Finger montre à Lou la tour du veilleur de nuit où vit le père de Klein et met en œuvre une capacité spéciale connue sous le nom de loi. Cette capacité empêche l'utilisation de capacités spéciales par d'autres personnes au sein de l'école. Mais comme Lou a toujours l'air confus, Finger le conduit jusqu'à la zone d'entraînement, le seul endroit où la loi ne prend pas effet. Là-bas, de nombreux étudiants utilisent librement leurs capacités, tandis que Finger explique qu'il existe 100 types de pouvoirs et que chacun reçoit un numéro en fonction de sa force. Lorsque Lou demande si tous les élèves ont des capacités, Finger répond que ce n'est pas toujours le cas. Soudain, un mec les asperge presque avec son talent de maîtrise de l'eau, mais il court et se retrouve près d'un arbre à moitié vivant. Tandis qu'il s'émerveille de cela, Boudirien apparaît et demande à Lou s'il a entendu parler des pouvoirs spéciaux. Lorsqu'il confirme que oui, Boudirien suggère qu'il retourne à son dortoir pour un quiz. Dans le dortoir, Bouderian remet une carte à Lou et l'informe qu'il passera un test de lignée le lendemain. Cependant, avant cela, Bouderian dit à Lou de s'asseoir et déballe un appareil pour effectuer quelques tests sur Lou. Quand Lou dit que c'est une boîte à musique, Guderian explique que dans le passé, Nidhogg laissait échapper un rugissement qui détruisait les montagnes et faisait se retourner et s'agenouiller les dragons partout. Plus tard, des machinistes ont recréé le langage du dragon et l'ont mis dans une boîte à musique. Lorsque Guderian révèle que la capacité de contraindre d'autres dragons est la première et la plus puissante de toutes les capacités qui existent, Lou a l'impression que son cerveau va exploser à force d'en apprendre trop. Ensuite, Guderian commence son test et il surveille Lou pour connaître sa réaction. Malheureusement, après le test, Lou laisse échapper un bâillement au lieu du hurlement d'un dragon, laissant Guderian déçu. Il conclut alors que Lou doit être un mutant, mais Lou ajoute qu'il n'est qu'un humain. Alors Guderian part faire d'autres découvertes, tandis que Lou remarque Finger occupé avec son ordinateur portable. Alors il demande à Finger ce qu'il fait et se rend compte qu'il est coincé avec un blogueur agité qui le rendra tendance pour toutes les mauvaises raisons. À ce moment-là, Finger sent que Lou a l'air déprimé et lui demande s'il va bien. Et en réponse, Lou dit qu'il subira un lavage de cerveau et sera renvoyé chez lui s'il échoue au test. Alors Finger demande s'il veut rentrer chez lui, mais après avoir réfléchi un peu, Lou dit que non. Finger propose alors de l'aider et révèle qu'il a les questions du test. Pendant ce temps, ailleurs, César annonce à ses membres qu'ils ont perdu les droits sur la maison Norton après leur défaite le jour de la liberté. Cependant, lorsque les membres prétendent avoir été trompés, César souligne que Chu a admis sa défaite. À ce moment-là, Nono révèle qu'une annonce sur le site d'information de l'école révèle que Lou n'a pas trouvé un écho auprès de l'empereur. Au même moment, Buderian informe Klein de ses découvertes sur Lou. Et lorsqu'ils se retrouvent à la bibliothèque, ils débattent de la crédibilité du rang de Lou et consultent quelques parchemins pour trouver des réponses. Cependant, comme ils n'ont jamais rien vu de pareil auparavant, Klein suggère de faire des recherches sur Lou. D'un autre côté, Guderian ne veut pas que Lou devienne un rat de laboratoire. Il convainc donc Klein de garder sa découverte jusqu'après les examens. Cependant, Klein dit qu'il révélera la vérité si Lou échoue aux examens. Plus tard dans la journée, lorsque les lumières s'éteignent, Finger rend visite à Norma, l'équivalent de Siri à l'école, et lui demande de s'assurer que Lou réussisse l'examen le lendemain. En réponse, Norma accepte sa demande et ils se tiennent ensuite la main comme si c'était plus profond. Merci, merci. Le lendemain, Lou se précipite sur le lieu de l'examen et s'assoit pendant que les examinateurs lisent les instructions. Peu de temps après, l'examen commence et les fenêtres se ferment. À ce moment-là, quelqu'un fait remarquer que les copies d'examen sont vierges. À ce moment-là, il revient au moment où Finger lui a tout dit sur l'examen du côté spirituel de la nuit précédente. Lorsqu'il réalise que Finger avait raison, il aperçoit Rin assise tranquillement à côté de lui et se demande pourquoi elle est si calme. À ce moment-là, l'examinateur révèle que les feuilles blanches étaient délibérées et quitte la salle avant le début de l'examen.
Soudain, un audio essaie joué et pendant que les autres étudiants se demandent s'ils sont censés danser dessus, Blue vérifie quelques réponses écrites sur sa main et revient au moment où Finger lui a dit les réponses dans leur ordre. Alors Annie écrit simplement: les autres étudiants ont commencé à agir de manière folle, sauf Rin. Juste au moment où Lou écrit sa réponse finale, tout le monde disparaît soudainement, le laissant dans Minds, le jeune garçon qui le possédait. Lorsque le garçon invite Lou à le rejoindre, Lou demande qui il est et le garçon se présente. Ensuite, Lou se réveille et trouve Nano en train de le regarder. Elle déclare donc que même s'il s'est évanoui pendant les examens et a dormi la majeure partie, il a noté les bonnes réponses. Plus tard au dortoir, après que Finger ait félicité Lou pour avoir réussi les tests, il décourage Lou de s'inscrire au cours de Lars. Curieux, Lou demande pourquoi une Finger révèle qu'il est présent même s'il est parti en mission pour vérifier les traces d'un dragon qu'ils avaient trouvé. Quelque part dans l'océan, Lars pose des questions sur Aki et Shang qui plongeaient dans l'océan et le navigateur répond en disant que leurs signaux sont stables. Alors Lars lui dit de les amener. Au moment où il sent quelque chose d'anormal, Shang et Aki plongent plus profondément dans l'océan et ordonnent à Norma de scanner la géographie. À ce moment-là, Norma rapporte qu'il se trouve devant les vestiges d'un village submergé vieux d'environ 1000 ans. Alors qu'il survole le village à la nage, il se demande si le palais du dragon se trouve en dessous. Aki suggère donc que Taching fouille la zone en utilisant sa capacité spéciale pour gagner du temps. Quand Shang dit qu'il aura besoin de soutien, ils atterrissent sur le fond marin et Aki serre Shang dans ses bras par derrière pour exploiter sa force. Soudain, Shang invoque un serpent et lui ordonne de fouiller la zone. Le serpent se multiplia alors et se divisa pour fouiller tous les coins et recoins du village. Sur le navire, Lars est informé d'un tremblement de terre imminent au fond de l'océan et il se demande pourquoi cela s'est produit alors qu'ils sont si proches. Sous l'eau, les serpents reviennent vers Shang qui révèle alors qu'il a découvert une énorme quantité d'or en dessous d'eux. Après cela, Hughie déploie le serpent pour explorer plus profondément, mais Lars les informe soudainement du tremblement de terre et leur ordonne de retourner au navire. Immédiatement, le tremblement de terre commence. Ils perdent le contact avec Shang et Aki tandis que Lars se reproche d'être imprudent. Alors Shang rétablit la connexion avec le navire et révèle qu'ils se trouvent au fond d'un barrage avec un immense mur devant eux. En plus de cela, Shang déclare qu'il doit s'agir du palais de l'empereur dragon du bronze et du feu. Lorsque Lars rapporte leur découverte à Anju, il suggère qu'ils commencent leurs recherches avant que la faille ne disparaisse. Lars révèle alors que le palais pourrait ne pas être abandonné selon les rapports de Shang. Alors Anju leur permet de continuer et élimine tout ce qu'ils trouvent s'ils ne peuvent pas le prendre. Lorsque Lars souligne qu'ils auront besoin d'une clé, Anju les autorise à obtenir la clé. Lars rend donc visite à une femme sur le navire pour récupérer la clé et elle les avertit de faire attention car c'est la seule qu'ils ont. Lorsqu'elle ajoute que même le sang de Nono n'est pas aussi pur que celui de la clé, Lars suggère que la femme passe du temps avec Nono même si elle est adoptée. À ce moment-là, il prend la clé, qui s'avère être une petite mignonne de sa mère. Quelques instants plus tard, Lars révèle que le dragon découvert est un descendant direct de Nighthawk et est connu sous le nom de Norton. Après avoir sécurisé la clé dans une boîte étanche, Lars s'habille et plonge dans l'océan pour remettre la clé au plongeur. Peu de temps après, il arrive au fond de la mer et lorsqu'il retrouve Aki et Shang, il rétablit leur connexion avec le navire et leur propose de se mettre au travail. Il canalise donc Aki et Shang et active une capacité spéciale qui crée un vide sous l'eau. À ce moment-là, Lars sort la clé et celui-ci touche alors la tête du gardien du portail et saigne. En goûtant le sang de la clé, le gardien prend vie, essayant de grignoter la clé, mais Lars sécurise la clé. Lorsque la porte s'ouvre enfin, Lars informe Aki et Shang qu'ils ont 2 heures pour rapporter les os de Norton ou les détruire. Alors il leur tend une bombe alchimique et les avertit de rester en vie. Il désactive ensuite la barrière et retourne au navire pendant que Shang et Aki franchissent la porte. Peu de temps après, ils arrivent dans une chambre remplie d'air où Lars les avertit de garder leur masque. Après être sortis de l'eau, Lars demande à Norm de scanner la zone et elle révèle que les pièces sont reliées comme un nid de fourmis. En explorant la chambre, ils trouvent un énorme pilier de bronze. Alors Shang suggère à Aki de prendre des photos pendant qu'il cherche ses serpents. Après son départ, Lars dit à Aki de vérifier les branches au-dessus d'elle. Et tandis qu'elle les prend en photo, elle se rend compte que le langage du dragon est entrelacé de branches. Elle prend donc d'autres photos pendant que Norma les analyse. Soudain, elle aperçoit une partie des branches qui fait battre son cœur et elle sort inconsciemment un couteau. Pendant ce temps, sur le navire, ils perdent de la connexion avec Aki et tentent de la remonter mais se rendent compte que le cordon a été coupé. Pendant qu'Aki tombe, Shang arrive à temps pour la rattraper et lui demande si elle va bien. En réponse, elle dit qu'elle a juste eu le vertige et demande à Shang s'il a trouvé quelque chose. Shang dit alors que oui, mais il l'a fait exploser car il est trop lourd à transporter. Ils décident alors de prélever un échantillon de bronze à analyser avant de repartir. Mais quand Aki essaie de ramasser un totem dragon, elle active quelque chose et l'ombre l'attrape. Alors elle crie à Shang de tirer mais se réveille soudainement de l'illusion et se retrouve dans les bras de Shang. À ce moment-là, Shang souligne qu'une statue effrayante la suivait à son arrivée. Alors il tire sur la statue et soudain Aki se rend compte qu'elle était contrôlée par la statue.
Après cela, Aki remarque un récipient en laiton sur le dos de Shang et il explique que son serpent l'a trouvé. Puisque tous les signes indiquent qu'il provient de l'empereur dragon, Shang conclut qu'il s'agit d'un cocon non éclos contenant Norton. Soudain, la chambre se met à bouger comme un labyrinthe et ils réalisent qu'ils ont dû déclencher un système de défense. Alors ils essaient de sortir du labyrinthe en constante évolution mais découvrent bientôt que le palais essaie de les enfermer. Pendant ce temps, Liu entend des cloches sonner la nuit et se demande si c'est un fou sans sommeil. Cependant, Ming Zae déclare qu'il s'agit d'une cloche de deuil, choquant Liu qui se retrouve alors soudainement sur le clocher. Lorsqu'il demande à Ming Zae ce qu'il fait, Ming Zae révèle que la cloche sonne lorsque quelqu'un est sur le point de mourir et signale à la fois un péril et une opportunité. Alors que Liu se demande s'il y a une apocalypse imminente du dragon, Ming Zae lui dit de se préparer au péril et demande à Liu ce qu'il choisirait s'il pouvait choisir n'importe quelle compétence pour un jeu. En réponse, Liu dit qu'il choisirait le mur du mouton noir qui permet de voir la carte entière. Ming Zaibei dit alors qu'il a débloqué la compétence, mais comme Liu reste confus, Ming Zaibei dit qu'il aura bientôt besoin de cette compétence et part. Immédiatement, Liu sort de sa transe pour trouver Finger le réveillant pour une alarme, convoquant tout le monde dans l'école. Cependant, lorsqu'ils sortent, ils tombent sur Nono qui déclare alors que seuls les étudiants de rang et supérieurs ont été convoqués. Après que Finger se soit enfui d'embarras, les autres se rassemblent au centre de commandement où Waver, un professeur, annonce que Shang et Aki sont piégés dans une ruine de dragon et ont besoin d'une issue de secours trouvée immédiatement. Après cela, Guderian affiche l'image de la langue du dragon prise dans le palais contenant des indices sur la voie de sortie et déclare qu'ils ont eu 20 minutes. En réponse, César dit que c'est impossible, mais quiconque dit qu'il ne peut pas abandonner. Soudain, les étudiants activent leurs ordinateurs avec leur carte d'identité, et en voyant cela, Lou fait de même. Cependant, lorsqu'il voit l'interface, son cerveau le fantôme. Pendant ce temps, les autres étudiants tapent sur leurs touches à la recherche de réponses. Quand Lai aperçoit Rin en train de taper aussi sur ses touches, il se rend compte qu'il n'a aucune excuse puisqu'elle est également une nouvelle étudiante. À ce moment-là, il revient sur ses discussions avec Ming Zae et décide d'essayer le mur du mouton noir. Immédiatement, il le tape. Le langage du dragon est décrypté et l'itinéraire s'affiche sur grand écran. Juste au moment où il est révélé que Liu l'a déchiffré, tous les regards se sont tournés vers lui, le faisant tomber de sa chaise. Immédiatement, les itinéraires sont envoyés à Shang et Aki, mais il rapporte que les itinéraires ne cessent de changer tout en essayant d'éviter d'être touchés par les parties mobiles du palais. À ce moment-là, Shang suggère à Lars d'utiliser la clé, et lorsque la clé apparaît à l'écran, elle fait un mouvement vers le bas. Et immédiatement, Shang pense que la porte s'ouvrira juste à temps s'ils descendent directement vers le bas. Pendant ce temps, sur le navire, Lars demande au navigateur combien d'oxygène il leur reste à Shang et Aki et il dit qu'ils en ont assez pour tenir 3 minutes. En entendant cela, Lars est ravi de savoir qu'ils peuvent s'en sortir. Lorsque Shang dit à Aki qu'ils doivent se dépêcher, il sent son humeur et lui demande si elle va bien. En réponse, Aki dit qu'ils n'ont pas assez d'oxygène pour revenir et suggère qu'ils restent sur place jusqu'à ce que l'eau les avale. Quand Shang essaie d'être optimiste, Aki essaie d'avouer ce qu'elle ressent pour lui. Mais comme elle ne trouve pas les mots, Shang l'embrasse et lui dit qu'il ne la laissera jamais mourir. Sur le navire, les navigateurs perdent la connexion, mais Lars, excité, dit que c'est à cause de la tempête. Soudain, son cerveau clique et il ordonne à son équipe d'abaisser le navire et de préparer une équipe de recherche pendant qu'il court dehors. À ce moment-là, Sama, un subordonné, demande à Lars ce qui se passe et il explique que puisque la porte du palais est tout en bas, Aki et Shang pourraient s'échapper mais ne parviendront pas à la surface. Pendant ce temps, à l'académie, le professeur s'inquiète de la situation puisqu'ils ont perdu la connexion avec le navire depuis un moment. À ce moment-là, Lou reçoit un appel de Lo, un ami qui lui demande alors comment il va. En réponse, Lou explique la situation à Lo qui lui assure que tout ira bien. En mer, les hélicoptères et les bateaux de sauvetage fouillent la zone à la recherche d'éventuelles traces d'Aki ou de Shang. Au bout d'un moment, Lars envisage d'abandonner mais quelqu'un lui annonce soudain qu'il a trouvé quelque chose. Rapidement, Aki flotte à la surface et remet le vaisseau en laiton au sauveteur tout en l'avertissant de s'échapper car il y a quelque chose de vivant dans l'eau. Après cela, elle est entraînée tandis que son sang se répand dans l'eau. Voyant cela, Lars essaie de sauter dans l'eau mais est retenu par Selma. Alors il s'en veut et décide de les venger en chassant le monstre marin. Rapidement, il retourne à la salle de contrôle et demande ce qu'il voit avec le sonar. En réponse, le navigateur dit que la créature ressemble à un poisson géant mais se déplace plus vite qu'un poisson. Alors Lars prend son arme et sort pour chasser cette créature. Mais lorsqu'il vise et tire plusieurs balles sur la créature, celle-ci saute soudainement hors de l'eau et abat l'hélicoptère. Voyant cela, Lars se rend compte que la créature est très intelligente et qu'elle s'en prend au vaisseau en laiton, alors il ordonne au capitaine de larguer des bombes dans l'eau. Cependant, à leur grande surprise, il engloutit les bombes, so Lars orders them to blow up the creature.
Immédiatement, une forte explosion secoue l'océan et juste au moment où il pensait que tout était fini, une pointe jaillit de l'océan et empale Sumob avant de l'entraîner dans l'eau. Choqué par cela, Lars tire avec colère dans l'eau et pleure sa défaite. À ce moment-là, la créature fait surface et émet des rires en nageant autour du navire. Alors que tout le monde s'émerveille de cela, Lars révèle que c'est un dragon et qu'il se moque d'eux. À ce moment, le navigateur découvre qu'il reste encore une bombe dans le dragon et propose d'essayer de la faire exploser. Mais Lars déclare que le dragon s'attend à ce qu'il fasse exactement cela puisque sa bouche est directement pointée vers le navire et que faire exploser la bombe ne fera que mener à leur fin. Ensuite, Lars demande leur remplacement et le navigateur déclare qu'ils sont près d'un barrage. Alors Lars a une idée et leur dit d'allumer le moteur et de se diriger vers le barrage. Les navigateurs préviennent alors qu'ils entreront en collision avec le barrage, mais Lars leur dit d'obéir à son ordre. Alors, la vitesse se dirige vers le barrage et le dragon nage de près après eux. À l'approche du barrage, le dragon ralentit. Alors Lars menace de détruire le récipient en laiton et renverse un liquide fondant le métal sur Hyttle pour que le dragon les poursuive. Juste au moment où ils sont sur le point de s'écraser sur le barrage, Lars ordonne à la clé d'ouvrir la porte et celle-ci s'ouvre immédiatement. Le navire les traverse tandis que le dragon saute après eux. Rapidement, Lars leur ordonne de faire exploser la bombe et quand ils le font, certaines dents arrachent la gueule du dragon et transpercent Lars. Mais il jette un sort pour retenir le dragon tandis que la clé ferme soudainement la foutue porte et piège le dragon par le cou. À l'académie, Anju apparaît soudainement sur les écrans et annonce que le navire a atterri en toute sécurité sur ce foutu lac. Après avoir déclaré que leur mission avait rapporté quelque chose d'important, il remercie les étudiants pour leurs efforts. En plus de cela, Anju remercie particulièrement Lou d'être venu, alors tout le monde l'applaudit tandis que Nona lui donne le mauvais œil. Plus tard, Chu remercie personnellement Lu d'avoir sauvé la situation et lui demande de rejoindre la Leonard Society et d'en être le prochain leader après lui. Cependant, lorsque Lou refuse le rôle, Chu dit qu'il n'insistera pas et l'informe que César l'approchera pour lui demander de rejoindre le conseil des étudiants puisqu'il est devenu une pièce précieuse. Soudain, les cloches sonnent et tout le monde s'arrête alors que de nombreuses colombes volent dans le ciel. À ce moment-là, Chu explique que l'église ne fait cela que pour pleurer le décès d'un membre de l'école. Sur le navire, Anju vérifie Lars et lui assure que le médecin est en route, mais Lars lui rappelle qu'aucun médecin ne peut guérir le poison d'un dragon. Après cela, Lars rapporte qu'il a dû tuer l'un des plus hauts assistants de l'empereur dragon et révèle qu'ils ne savent pas ce que contient le récipient en laiton. Anju déclare ensuite qu'il a fait emmener le vaisseau au collège et ajoute que les motifs sur sa surface sont le langage du dragon de Norton. Après cela, il prédit que le récipient contient soit les os, soit un œuf de Norton et assure à Lars qu'il obtiendra ses crédits sur sa pierre tombale. Peu de temps après, Lars demande à Anju de dire à l'étudiant que tous ceux qui sont morts sont partis en mission et il accepte. Avant de s'évanouir, Lars demande à Anju de dire à Nono de choisir un autre professeur comme conseiller. Quelque temps plus tard, Lou reçoit une invitation à une fête que César organise le lendemain et Finger commente que le syndicat étudiant le poursuit. Curieux, Lou demande à quoi ressemble César et Finger explique qu'il appartient à l'un des clans de chasseurs de dragons les plus célèbres et qu'il est fondamentalement un mec amusant et digne de confiance. Juste au moment où Lou pense que c'est cool, Finger raconte comment le premier commentaire de César lors de son premier jour d'école était une menace pour vaincre tout le monde. Cela fait revenir Lou sur son premier jour d'école et se rend compte que son premier commentaire concernait ses grands espoirs de nourriture gratuite. Après cela, Lou dit qu'il n'assiste pas à la fête car il n'a pas de costume, mais César lui montre la partie de la lettre qui dit qu'il peut en emprunter un au théâtre de l'école. Le lendemain, alors que tout le monde se rend à la fête avec ses rendez-vous, Lou se rend compte qu'il ressemble à un majordome comparé aux autres et se demande s'il a été invité à servir à boire. À ce moment-là, un camion passe devant eux, déchargeant les pédales rouges et en voyant cela, Finger devine que le tapis rouge est pour Lou. Cependant, Nono apparaît sur le tapis rouge et s'approche de César faisant comprendre aux garçons que leurs chimères ne sont pas valables. Une fois entré, quelqu'un annonce le début de la fête et accueille César qui entre ensuite avec Nono. Il annonce ensuite que c'est l'anniversaire de Nono, alors tout le monde lève un verre à Nono. Peu de temps après, la danse commence et Finger entraîne Lou sur la piste de danse et tente de mettre fin à ses jours au nom de la danse. En regardant cela, Nuno suggère que César sauve Lou ou que Jill s'enfuit vers la Leonard Society. Mais César dit que Chu a déjà contacté Lou et ajoute qu'il ne veut pas faire ce que tout le monde pense qu'il fera. À ce moment-là, César arrête la musique et prononce un discours qui fait scander son nom comme des monstres fous. Après l'avoir applaudi, César appelle Lou pour qu'il se tienne à ses côtés et ajoute qu'il peut quitter la fête s'il refuse de le rejoindre. En réponse, Lou dit qu'il a besoin d'un peu de temps pour réfléchir, alors César dit qu'il n'a qu'une chanson à choisir. À ce moment-là, César demande à Nono si elle a besoin de quelque chose, mais elle dit qu'elle part parce qu'elle se sent fatiguée. Lorsque la musique reprend, Rin quitte l'orchestre et s'approche de Lou pour lui demander de danser. D'un coup de pied, un doigt pousse Lou dans ses bras et pendant qu'ils dansent comme des pros, Rin se présente à Lou qui la remercie ensuite de l'avoir sauvée d'un moment gênant. En réponse, Rin dit qu'elle veut juste danser. Quand ils ont fini, tout le monde les applaudit, tandis que Lou s'imagine dans un monde différent avec Rin. Ensuite, Lou aperçoit Numino partir et décide d'aller lui raconter ses vœux d'anniversaire.
Pourtant, en sortant, Numino était déjà montée dans sa voiture. Lou s'approche alors d'elle pour lui demander pourquoi elle quitte son propre parti, mais Numino dit qu'elle ne veut pas être là. Lou ajoute alors qu'elle devrait être heureuse. C'est une bombasse comme César qui lui organise une fête, mais Nono dit qu'elle ne l'a pas demandé et demande s'il peut conduire. Quand Lou confirme qu'il peut, Nono dit qu'elle est fatiguée et lui demande de la conduire. Peu de temps après, Norma informe tout le monde qu'un dragon s'est infiltré dans l'enceinte de l'école et active les systèmes de défense du campus. Soudain, un groupe d'envahisseurs franchit les portes et échappe au tir des systèmes de défense alors qu'ils se séparent. Au centre de commandement, Guderian se demande comment ils ont traversé le pont. Mais comme Norma n'en a aucune idée, elle révèle qu'il y a 13 envahisseurs et qu'ils se sont séparés après être entrés sur le campus. Immédiatement, Klein pense qu'ils doivent être après le récipient en laiton et demande à Norma où il se trouve. En réponse, elle révèle qu'il est caché dans un centre de recherche. Klein demande donc à Norma des suggestions sur la façon de protéger les entrées des installations. Elle a donc chargé César de protéger Valhalla avec le syndicat étudiant, tandis que Chu doit protéger la bibliothèque avec la Lionheart Society. Pendant que les étudiants s'arment pour défendre l'école, Liu conduit Nongno à la montagne et entre soudainement dans une de ces transes où Mingzae est assis à la place de Nongno, surprenant Liu. Mingzae l'avertit alors d'un trottoir devant lui et immédiatement Liu lève les yeux et fait un écart pour éviter le trottoir. Mingzae dit alors que Liu serait mort avec la fille qu'il aime s'il ne l'avait pas prévenu. Alors que Liu explique que Nono n'est que son aîné, Mingzae dit qu'il peut l'aider à la voir. Ensuite, Mingzae essaie de vendre l'idée à Liu et ajoute que César n'est pas meilleur que lui. À ce moment-là, Ming dit à Lou de travailler sur le discours pendant qu'il fournit les fleurs et débloque une compétence pour Lou. Quand il revient, la voiture s'arrête et Nono suggère de marcher jusqu'au sommet. Pendant ce temps, à l'école, César envoie un message vocal pour informer Nono de l'attaque. Quelque part dans l'école, l'un des envahisseurs a informé son employeur qu'il avait perdu 3 équipes en 1 heure. Cependant, l'employeur dit que c'est prévu et affirme que tout semble se dérouler comme prévu. Lorsque l'envahisseur se plaint de son incapacité à utiliser ses capacités spéciales, l'employeur lui assure que la loi sera bientôt désactivée. Dans le même temps, Norma rapporte au professeur que les envahisseurs capturés sont de nationalités différentes et n'ont jamais rencontré leur employeur. À ce stade, Waver suggère que Klein utilise sa compétence de serpent sous vide pour trouver les autres envahisseurs, mais Klein leur rappelle que la loi est toujours en vigueur. Klein appelle donc le veilleur de nuit et lui demande d'éteindre la loi et il accepte. Pendant ce temps, sur la montagne, Lou et Nono s'assoient près d'une source et observent le ciel à la recherche d'étoiles. À ce moment-là, Lou demande à Nono si elle était proche d'Aki et Shang et elle déclare que leur décès n'a été annoncé que pour éviter la panique parmi les étudiants. De plus, Nono révèle que Lars, son conseiller, est également décédé et qu'il serait parti pour une prochaine mission. Lorsque Lou souligne qu'il pourrait être en mission, Nona explique que Lars lui a dit un jour que c'est ce qui se passerait s'il mourait. Ensuite, Nona décide de changer de sujet et leur propose de parler d'autre chose. À l'école, une fois la loi désactivée, les intrus activent rapidement une capacité spéciale pour les rendre invisibles, tandis que Klein déploie son serpent sous vide pour retrouver les intrus. Après cela, Guderian souligne qu'il manque de personnel et, pour aggraver les choses, ils ont perdu les défenses de l'école. À ce moment-là, Waver leur assure qu'il protège les endroits où les lampes sont allumées. Pendant ce temps, Lo, l'un des chasseurs de primes, contacte son employeur qui lui montre alors une carte holographique de sa cible. Alors il valse à travers le campus pour trouver la cave à vin. Peu après, il saute dans une cheminée qui le mène à la cave à vin. À ce moment-là, il trouve une porte étiquetée zone de réprimande et son employeur lui ordonne de l'ouvrir avec une carte qui lui a été remise. Après s'être demandé pourquoi il recevait des instructions incomplètes, Lo ouvre la porte et pense que sa mission est trop facile. Quelque part ailleurs, César active une capacité connue sous le nom de Kamaitachi, qui lui fait voir l'invisible. Il aperçoit alors le groupe d'envahisseurs entrer dans la salle où il se défend et appelle Chu pour l'informer que ses invités sont arrivés. Pendant ce temps, à la bibliothèque, Chu informe Suzy que les choses ont commencé du côté de César et déclare qu'ils auront bientôt de la compagnie. À ce moment-là, Norma dit aux membres de la société de se retirer de la bibliothèque, à l'exception de Chu. Surprise, Suzy demande pourquoi et Chu explique que sa capacité spéciale peut être dévastatrice pour tout le monde autour de lui. Alors Sissi lui tient la main et lui dit de la contrôler du mieux qu'il peut. En réponse, Chu promet de la sortir une fois le chaos réglé, alors Suzy prend congé. Pendant ce temps, du côté de César, les intrus entrent et leur chef s'arrête lorsqu'elle voit la photo d'Oli sur un mur. À ce moment-là, l'un des envahisseurs informa leur chef que César leur souriait, mais elle dit qu'il ne faisait que l'imaginer. À ce moment-là, César les expose et ils se mettent tous rapidement à l'abri. Voyant qu'ils sont exposés, Mai enlève son masque et dit qu'elle a entendu parler de l'arrogance de César lorsqu'elle le félicite d'avoir vu à travers leur cape d'invisibilité. César commente son apparence et demande son nom, mais se présente alors mais ajoute qu'elle ne donne pas son numéro puisque son nom de famille semble familier à César. Mai explique qu'elle est la sœur aînée d'Aki. Quand Teaser essaye de lui parler d'Aki, Mai dit que ça va puisqu'ils n'ont pas grandi ensemble. Après cela, elle demande à César s'il a un dernier souhait. Mais Teaser demande à son tour pourquoi ils ont attaqué l'école.
mais dit alors qu'ils sont là pour l'urne de l'empereur dragon et révèle qu'elle est une révolutionnaire qui se bat pour le début d'une nouvelle ère. À ce moment-là, les lumières s'éteignent et les deux camps s'affrontent dans le noir, laissant César et Mai debout lorsque la lumière se rallume. César demande alors à Mai pourquoi elle ne cherche pas l'urne et elle révèle que son travail consiste à le retarder pendant que la fille masquée s'occupe du reste. Soudain, les lumières s'éteignent à nouveau et César active sa capacité Kimaitachi qui lui permet de ressentir les mouvements de Mai dans l'obscurité. Juste au moment où il pense la voir, elle disparaît, surprenant César. Pendant ce temps, à la bibliothèque, la fille masquée arrive et quand Chu l'accueille, elle dit qu'on lui a dit de faire attention car c'est une bête. Dans le même temps, les professeurs regardent depuis la salle de contrôle et craignent que la capacité spéciale de la fille masquée ne soit plus forte que celle de Chu. À ce moment-là, Guderian se demande quelle est la capacité spéciale de Chu, mais Waver déclare que seul le principal est autorisé à la connaître. Ils ont donc ordonné à Chu de terminer le combat rapidement. À la bibliothèque, Chu jette un sort et active soudainement sa capacité, la flamme du souverain qui se propage alors et entraîne une explosion dans le bâtiment. Étonnamment, la jeune fille masquée ne brûle pas et active également la capacité de flamme du dirigeant, ce qui amène les professeurs à se demander qui elle est. Quelque part ailleurs, Lao rencontre une autre version de Norman nommée Eva et elle l'avertit de partir avant qu'il ne soit trop tard. Cependant, Lao est assez stupide pour jouer le rôle de robot ennemi pour obtenir des directions et en réponse, Eva lui dit d'utiliser un itinéraire qui n'a pas été utilisé depuis des années et l'avertit qu'il est principalement sous l'eau. Malgré cela, Lo demande si elle dit la vérité et prend congé. Sur le chemin, son employeur lui dit qu'il se trouve à proximité du laboratoire où sont cachés les secrets de l'école et augmente son salaire. Alors que Lao s'enthousiasme, son employeur dit qu'elle a reçu une autre commande, mais Lao tombe soudainement dans l'eau et perd son téléphone. Il décide alors de comprendre la suite de la mission et trouve une immense porte sous l'eau qui l'ouvre en s'attendant au pire. Pendant ce temps, sur la montagne, Nono révèle qu'elle a invité Lou à la fête car César était trop fier pour l'approcher après que Chu l'ait devancé. Alors qu'il est obsédé par ses jambes comme un accro du foot, Nono révèle que César avait l'intention de trouver quelqu'un de puissant à la fête et a trouvé Rin. Mais quand elle souligne que Rin l'admire et qu'elle est le partenaire parfait pour lui, Blue rougit et dit qu'il n'a pas son numéro. Nono devient sérieux et lui dit d'adhérer au syndicat à ce stade. Lou pense que César a envoyé Nono pour le séduire et le faire adhérer au syndicat. Mais pendant qu'il réfléchit à l'opportunité de se laisser prendre ou non, Nono dit que César n'a rien à voir avec cela lorsqu'elle dit qu'elle veut qu'il se joigne parce qu'elle a besoin de quelqu'un pour diriger. Surpris, Lou demande pourquoi elle ne peut pas diriger les membres du syndicat et elle dit qu'elle n'est pas César. De plus, elle révèle que ses fiançailles avec César ont été planifiées par leur famille et n'ont rien à voir avec elle. Surpris d'apprendre qu'elle est fiancée, Lou lui laisse un peu d'espace. Numidor promet donc de le garder en sécurité s'il adhère au syndicat. Lou souligne alors qu'elle ne l'a pas aidé lorsque Finger l'a presque rendu mort sur la piste de danse. Mais pour sa défense, elle dit qu'elle a essayé mais qu'elle a été arrêtée par César. Pour éviter d'avoir l'air boiteux, il dit qu'il remboursera Nono pour tout ce qu'elle fera pour lui. Nono lui dit de le prouver en lui offrant tout de suite. Lou suggère alors qu'il se dirige vers les dortoirs où il pourra lui offrir un plus gros cadeau. Lorsque Nono dit qu'elle a besoin d'un autre type de cadeau qui la fera se sentir moins seule, Lou active la compétence débloquée par Mingzei et soudain le ciel s'illumine de feux d'artifice. Voyant cela, Nono hurle d'excitation tandis que Lou la rejoint, mais elle devient soudainement émue et commence à pleurer sa mère. À ce stade, Lou réalise qu'elle espérait que sa mère se présenterait. Ensuite, Nono demande à Lou pourquoi il s'est soudainement tué et il révèle qu'il a accepté de laisser son patron le diriger. De retour à l'école, au moment où Lao ouvre la porte sous l'eau, il se retrouve entraîné dans un immense aquarium où il rencontre un requin. Cependant, il fait une crise de colère qui effraie le requin et parvient à sortir de l'aquarium. Peu de temps après, il arrive au laboratoire où est sécurisée l'urne de l'empereur dragon. Pendant qu'Anju s'adresse à un groupe de scientifiques, Lal repère l'urne et pense que c'est ce que veut son client, alors il reste hors de vue. À ce moment-là, les scientifiques demandent à Anju de leur permettre de disséquer l'urne pour découvrir ce qu'elle contient. Cependant, Anju dit que c'est trop dangereux et ajoute que ce qu'il y a dans l'urne n'est pas encore réveillé. Lorsqu'un des scientifiques fait remarquer que l'urne est fissurée, Anju explique comment cela s'est produit et demande à Norma de scanner l'urne. À ce moment-là, ils se rendent compte que l'espace est divisé en deux moitiés et qu'une moitié est vide. Voyant cela, Anju se dit que quelque chose a dû s'échapper par la fissure. Soudain, le scientifique principal tente de lancer la dissection, mais Anju le menace avec un couteau et les jette tous dehors. Après son départ, Lao s'approche de l'urne mais a la vision d'un jeune garçon l'appelant frère. Il suppose alors qu'il fait froid et prend des photos de l'urne. Juste au moment où il pense voler l'urne, il regarde par la fente et aperçoit le garçon qui l'appelle à nouveau. Alors il panique, laisse tomber une fiole qui lui a été donnée pour la mission et s'enfuit, mais à son insu, son employeur lui a ordonné de verser le contenu de la fiole sur le pour en obtenir 10 000 milles. À ce moment-là, un personnage mystérieux ramasse la fiole et brise le verre où est fixée l'urne.
Soudain, Norma apparaît et le met en garde, mais ensuite le personnage arrête Norma et renverse le contenu du flacon sur l'urne. Après cela, il verse un peu de son sang sur l'urne pour accueillir l'empereur dragon. Soudain, les gouttelettes de sang sont absorbées par la fissure et un incendie éclate dans l'urne ailleurs dans l'école. César combat Mai avec ses capacités, mais il se rend vite compte qu'elle utilise un ninjutsu qui la rend impossible à suivre. Il suggère donc qu'il fasse un concours des 2 meilleurs sur 3 et Mai promet d'y aller doucement avec lui parce qu'il est sexy. Soudain, Mai attaque, mais César la bloque facilement et déclare que son Kamaitachi est composé d'esprit du vent. Au deuxième tour, Mai se clone et attaque César dans des directions opposées, mais il échappe facilement à l'attaque. Ensuite, Mai disparaît à nouveau, mais cette fois, César sent les clones de Mai l'entourer. Mais quand elle attaque, il bloque l'attaque tandis que les clones disparaissent. Impressionné, Mai demande comment il l'a trouvé et César explique qu'il a simplement suivi le son de son battement de cœur. À ce moment-là, Maya lui met un pistolet sur la tempe et lui dit de ne jamais faire confiance aux jolies dames, mais le bâtiment est soudainement secoué par une explosion. César suggère alors de conclure une trêve et lorsque Maya accepte, il regarde autour d'eux et trouve des empreintes de pas brûlées dans le sol et un trou brûlé dans le mur. Lorsque Maya demande à César si l'école cache quelque chose de bizarre, il souligne que cela pourrait aussi être l'un de ses copains. En repérant un trou dans l'ascenseur, César pense que la personne doit provenir du laboratoire en contrebas. Cependant, César déclare qu'il a senti la présence lorsqu'il a sorti son Kimitachi mais n'a entendu aucun battement de cœur. Lorsque Kisar souligne qu'il pourrait être dans une situation de mort-vivant, Mai décide de passer un appel. Pendant ce temps, sur la montagne, Lou et Nono décident de retourner à l'école. Sur le chemin du retour, Nono reçoit la messagerie vocale de César et dit à Lou qu'ils n'ont rien à craindre puisque César et Chu sont à l'école. Pendant ce temps, à l'école, les autres élèves tirent sur les intrus tandis que Chu se bat intensément avec la jeune fille masquée. Pendant que cela continue, les professeurs regardent et quand Guderian commande qu'ils se battent sur un pied d'égalité, Weaver déclare que la fille masquée jouait simplement avec Chu et le retardait puisque ses pouvoirs dépassent ceux de Chu. À ce moment-là, ils aperçoivent Lo qui échappe au tir et se dirige vers les portes. So Guderian orders the students to stop him. Cependant, il s'échappe et s'arrête pour faire ses adieux aux étudiants, mais il est soudainement heurté par la voiture conduite par Lou. Rapidement, Lou descend pour le surveiller, mais Lo lui met un poignard sous la gorge et menace de le rendre vivant. À ce moment-là, il se regarde attentivement et Liu réalise soudain que c'est son ami. Après un bref moment de retrouvailles, ils réalisent tous deux ce qui se passe. Et peu de temps après, Liu fait semblant de tenir Liu en otage pendant que Liu explique à Nono que Liu est son ami. Après cela, Liu joue avec le traumatisme de l'otage pour empêcher les étudiants d'attaquer. Soudain, ils sentent une chaleur venant de l'arrière de la voiture et aperçoivent un mec en feu depuis le rétroviseur. Soudain, Lou démarre la voiture et part, laissant le garçon qui ne cesse alors d'appeler son frère et de se diriger dans leur direction. Tandis que les autres étudiants lui tirent dessus, les balles fondent, surprenant les professeurs. Alors Waver ordonne aux étudiants de passer aux grenades. Cependant, les grenades explosent sans le toucher, alors les étudiants rapportent que rien ne fonctionne sur le Dragon Boy. Soudain, le garçon utilise la capacité de flamme du dirigeant qui explose alors et propage les flammes partout. Quelque part, pendant que Chu se bat avec la jeune fille masquée, il sent la flamme du souverain s'éteindre. Alors il demande si c'est elle qui l'a causé, mais elle dit qu'elle n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Après cela, Chu contacte Lancelot, un camarade étudiant, qui révèle alors qu'un autre utilisateur de la flamme de la règle est apparu et qu'il est immunisé contre toutes les armes qu'ils ont testées. Face à la fille masquée, Chu demande si leur plan est de lâcher un monstre, mais elle répond que cela ne fait pas partie du plan. Rapidement, Klein appelle son père pour réactiver la loi puisque le dragon est sur le point d'anéantir tout le monde. Mais le veilleur de nuit dit que la loi ne fonctionne pas sur les personnes dont le sang est plus puissant que le sien. De plus, il révèle que le dragon doit être l'un des 4 dirigeants. Il explique ensuite qu'ils affrontent l'empereur du feu et du bronze. Quelque part ailleurs, Mai contacte son employeur et l'informe qu'ils ont libéré un monstre prêt à retirer tout le monde dans l'école. En réponse, l'employeur affirme qu'il est impossible que le dragon se réveille aussi rapidement. Alors César prend le téléphone et confirme qu'ils ont un mini-fils sur le campus. Pour preuve, Mai réalise une vidéo et la lui envoie. À ce moment-là, elle identifie le garçon comme étant Constantine et révèle qu'il est très instable et qu'il a dû être forcé de se réveiller par quelqu'un. Pour aggraver les choses, l'employeur révèle qu'il pourrait imploser n'importe quoi et activer Torch Dragon, une capacité spéciale qui pourrait annihiler tout ce qui se trouve à proximité. Mais suggère alors d'élaborer un plan plongeant soudainement l'employeur en mode panique. Pendant que Constantine part à la recherche de son frère, Lou et Lal se cachent derrière des piliers. Alors Lou demande à Lal ce qu'il fait à l'école et Lal révèle qu'il est un chasseur. Comme le cerveau de 2 grammes de Lou ne peut pas comprendre, Nono explique que Lal chasse des créatures mythologiques et qu'il recherche un trésor rare qu'aucune personne normale ne peut trouver. Alors Lao révèle qu'il a été embauché pour voler l'urne et en montre des photos à Lou. En repérant la fissure sur l'urne, Lou dit que le dragon a dû s'en échapper. Mais Lao dit qu'il l'a rencontré de cette façon et qu'il s'est enfui quand cela lui a semblé bizarre. Pendant qu'ils réfléchissent à la façon de s'éloigner de Constantine, Finger les rejoint d'une manière ou d'une autre et fait paniquer Lou, ce qui attire alors l'attention de Constantine.
Alors qu'ils s'approchent d'eux, Finger déclare qu'ils doivent aller quelque part avec de l'eau et ils courent tous vers la piscine. Just then they run into César and Mai, mais pendant que César parle à Nono, le reste des garçons courent vers la piscine. César demande alors à Nono pourquoi elle ne part pas avec eux et elle dit qu'elle peut lui être utile. Mais César n'est pas d'accord car sa présence affectera sa concentration et ses attaques. Il lui suggère alors de partir pour protéger Lou pendant qu'il leur fait gagner du temps. Après le départ de Nono, César demande à Mai pourquoi elle ne court pas et elle explique qu'elle ne peut pas laisser ses camarades être brûlés vifs. Soudain, Mai reçoit un appel de son employeur qui lui suggère alors d'attaquer Constantine avec des munitions non métalliques. Lorsqu'elle suggère de le chasser avec des balles de frigo, César teste l'idée en tirant des balles de frigo sur Constantine. Lorsqu'il réalise que cela fonctionne, Waver ordonne à toutes les unités de passer aux cartouches frigorifiques. Pendant ce temps, à la piscine, Lou et les autres garçons nagent et rient comme des idiots, mais s'arrêtent brusquement lorsqu'ils réalisent qu'ils sont censés se cacher. Soudain, Lou a un flash de l'image de Constantine et déclare qu'il a le sentiment que le dragon est après lui. Lorsque Long ressent la même sensation, ses doigts suggèrent qu'il se cache sous l'eau car l'eau et le feu ne font pas bon ménage. Peu de temps après leur disparition, Liu manque d'air et flotte à la surface et réalise soudain qu'il est à nouveau dans l'une des illusions de Mingzei. Il appelle donc Mingzei mais finit par tomber sur Constantine. Cependant, Lou ne sait pas de qui il s'agit puisqu'il n'est pas couvert de feu. Alors Constantine l'appelle frère et le renifle, surprenant Lou qui se demande alors pourquoi il est si sexy. Soudain, un bâtiment apparaît à proximité et rappelle à Lou le palais de l'empereur dragon. À ce moment-là, il pense que c'est Constantine et recule devant lui. Soudain, Mingzei apparaît de nulle part et expulse Constantine. Après cela, Lou se retrouve au bord de la piscine et aperçoit les empreintes de Constantine à côté de lui. Il se rend alors compte que Constantine était bien là et pendant qu'il flippe, Anju débarque et demande à Lou de le suivre. Peu de temps après leur arrivée au dernier étage d'un immeuble élevé, Lou demande ce qu'ils font là et en réponse, Anju explique que Constantine a été piégé. Ensuite, il sort une balle alchimique en pierre philosophale, la seule arme capable de tuer un empereur dragon. Anju remet alors la balle à Lou et lui dit de tirer sur Constantine avec. Avant que Lou ne s'excuse, Anju lui rappelle comment il a vaincu les meilleurs de l'école en un instant. De plus, Anju dit à Lou de viser le troisième œil de Constantine qui est son point faible. Curieux, Lou demande pourquoi il a été choisi pour cette tâche et Anju explique que lui seul peut bouger après que B ait gelé le temps avec sa capacité de temps zéro. Alors que Lou et Finger se reprochent d'avoir laissé Lou derrière eux, Constantine aperçoit Lal depuis le haut du bâtiment où il est attaqué et continue de l'appeler frère. Ensuite, Constantine devient furieux et se transforme en dragon. Alors que tout le monde se fige sur le site, Anju arrive et dit qu'il est temps de mettre fin au chaos. Alors il bondit et tandis qu'il s'approche du dragon, Constantin ouvre la bouche pour retirer Anju. Mais Anju ralentit rapidement le temps et ouvre le troisième œil de Constantine. Pendant que Liu s'agite, Mingzei apparaît soudainement pour le calmer. Alors Liu tire et la balle atteint immédiatement le troisième œil. Le dragon réagit violemment. Anju annonce alors qu'il a perdu son contrôle sur le métal et ordonne aux étudiants de l'allumer. À ce moment-là, Constantine aperçoit Luo s'enfuir et s'envole pour le protéger tandis que toutes les armes lui tirent dessus. Pendant que les étudiants rechargent leurs armes, Constantine dit à Lo de s'enfuir mais Lo nie être son frère et s'enfuit. Pendant qu'il s'enfuit, Lo retrouve soudainement des souvenirs de lui et de Constantine dans le passé lorsqu'il avait promis à Constantine qu'ils conquériraient le monde ensemble. Ému aux larmes, Lo libère soudainement sa vraie forme avec des flammes qui font rage autour de lui. Pendant ce temps, à la tour du gardien, le veilleur de nuit rappelle à Anju que les 4 dirigeants dragons sont tous des jumeaux et souligne qu'Anju est conscient que Lao est le jumeau aîné à s'être échappé il y a des années. Il reproche ensuite à Anju d'avoir tué Constantine en présence de Lo et ajoute que sa colère sera terrible à son retour sous le nom de Norton. En réponse, Anju dit qu'il en a juste assez de sa vie de chasseur de dragons et ajoute que bien qu'il ait vécu longtemps, aucun jeune leader ne semble assez capable de protéger le monde des dragons à l'exception de Lu. Le gardien demande alors à Anju s'il a autant confiance en Lu et Anju dit que Lu pourrait être la lame qui détruit les dragons. Quand Anju dit qu'il envisage d'utiliser ce qui lui reste de temps pour éliminer les dragons, le gardien souligne qu'il pourrait les sceller à la place. Cependant, Anju se plaint qu'il continue à revivre en créant un urne où il garde des morceaux d'eux-mêmes pour éclore plus tard. Ensuite, le gardien demande à Anju pourquoi il n'a pas mis fin à Norton avant son réveil. Mais Anju dit qu'il a besoin de ses os pour la recherche et ajoute qu'ils ont de meilleures chances maintenant que Norton est désespéré. Alors le gardien interroge Anju sur ses projets et il appelle Skeezer pour commencer la chasse. Le lendemain, Lou essaie de contacter Lo mais n'y parvient pas. Tandis que Finger lui raconte comment des réunions ont été organisées par un groupe secret, y compris les prédécesseurs du collège qui étaient des chasseurs de dragons infiltrés. De plus, Finger révèle que davantage de chasseurs de dragons ont été amenés pour sécuriser l'école et demande à Lou s'il a décidé quelle faction rejoindre. Lorsque Lou dit qu'il a rejoint le syndicat étudiant pour être protégé par Nano, Finger dit qu'il l'a également rejoint pour les avantages offerts par le syndicat.
À ce moment-là, une horreur ambulante se présente pour remettre la carte du syndicat étudiant de Lou et l'informer d'une réunion à laquelle il est censé assister. Quelque part ailleurs, César rencontre Anju qui déclare alors que le palais de Norton doit faire l'objet d'une enquête. Lorsque César souligne que cela doit être fait rapidement, Anju délègue la mission au syndicat étudiant et conseille à César d'emmener Lou avec lui. Quelque temps plus tard, César présente Lou à la mission nommée Opération Bronze et annonce qu'ils se rendront à Chine après 2 mois d'entraînement. En entendant cela, Lou dit que la seule chose pour laquelle il est bon, c'est de tout gâcher. Mais Teaser déclare qu'il peut tout apprendre avec l'aide de Nono. Cependant, Lou trouve différentes excuses du manque de talent à la lenteur, mais Kaiser insiste sur le fait que la pureté de son sang compense ses défauts. Pour la première fois de sa misérable vie, Lou fait preuve d'analyse et donne davantage de raisons pour lesquelles il y a plus de personnes qualifiées pour le poste. Mais Finger révèle que Rin a accepté de rejoindre la mission bien qu'il soit un étudiant de première année comme lui. Pendant que Lou lui lance un regard mauvais, Rin entre et essaie de convaincre Lou de rejoindre la mission, mais il, à son tour, essaie de la convaincre que c'est une mauvaise idée. Cependant, lorsque Lou dit qu'il a accepté l'admission en raison de la bourse et pour ne pas se sacrifier pour l'humanité, César dit qu'il est déçu de lui et lui dit d'abandonner et de retourner à sa vie normale. Pendant que Lou y réfléchit, Nono apparaît et commente qu'ils sont trop durs avec lui. Elle dit alors à Lou de prendre sa décision et ajoute qu'elle ne pourra plus le protéger une fois qu'il aura arrêté. À ce stade, Lou accepte de rejoindre la mission mais leur dit de ne pas lui en vouloir s'il se trompe. Les jours suivants, Lou s'entraîne comme si sa vie en dépendait mais finit par rater chaque entraînement. Au bout d'un moment, il commence à s'entraîner seul et commence à se préparer pour la mission. 2 mois plus tard, tandis que Lou regarde sa silhouette musclée dans un miroir, Finger demande combien de temps il a l'intention de faire ça. En réponse, Lou dit qu'il a l'air ridicule tout comme la mission, alors Finger demande qui est son partenaire et Lou dit que c'est probablement Rin puisque Nono est une chose avec César. À ce moment-là, Finger souligne qu'il existe une règle qui interdit aux couples de plonger ensemble. Lorsque Lou mentionne Aki et Shang, Finger explique qu'ils n'ont jamais officialisé les choses. Soudain, Lou demande à Finger pourquoi il est toujours à l'université après de nombreuses années et Finger révèle qu'il n'a pas surmonté la solitude de son cœur et qu'il ne peut pas encore se séparer de la nourriture de l'école. Lou commente qu'il sera bientôt entraîné dans une mission mortelle. En entendant cela, Finger pense que Luke a peur de mourir et lui assure qu'il le soutiendra. À ce moment-là, Luke donne à Finger sa carte d'étudiant juste au cas où il mourrait et l'idiot se réjouit comme s'il avait gagné à la loterie. Comme Finger n'écoute pas son discours émotionnel, Luke devient furieux. Finger lui renvoie sa carte et lui dit qu'ils sont des perdants avec bonne chance. Quelque part ailleurs, Norton fait revivre Samson, le dragon des mers qui a mis fin à Lars et après leur brève retrouvaille, Norton demande à Samson de rentrer chez lui avec lui. Quelques jours plus tard, Anju approuve le début de l'opération Bronze et sur le navire, Klein informe les étudiants qu'ils seront traités comme des chasseurs de dragons professionnels. Pendant ce temps, Lou cherche Chu et se demande pourquoi ils ont amené des ordures comme lui au lieu d'une élite. Klein déclare ensuite que le vaisseau a été amélioré pour faire face à n'importe quelle créature et Kaiser demande s'il fait référence au dragon qui a attaqué Aki et Shang. Klein révèle donc que le dragon est l'un des plus grands serviteurs de Norton qui protège le palais et ne peut être blessé par le métal ou le feu. Lorsque Klein explique que l'équipe de plongée portera une bombe spéciale pour détruire le palais, Lou demande pourquoi et Klein explique que des choses terribles se produiront si Norton prend le relais. Après cela, Klein associe Lou et Nono dans l'équipe B tandis que César et Rin constituent l'équipe A lorsqu'il déclare que l'équipe A effectuera la détonation. Rin dit qu'elle ne peut pas plonger puisque c'est cette période du mois. Mais malgré les efforts de Lou pour la convaincre, le poste est transféré à celui de chef d'équipe. Ensuite, Lou et Nono se préparent à plonger et Lou demande s'il y a une chance qu'il rencontre Norton. Mais Cullen lui assure que Norton doit hiberner puisque les dragons ont besoin de récupérer pour devenir un véritable empereur dragon. Lorsque Lou demande pourquoi Norton doit faire cela, Klein révèle qu'il cherche à venger Constantine en utilisant sa capacité ultime, le dragon torche. Après que Klein ait déclaré que la mission visait à empêcher la transformation complète de Norton, Lou et Nono commencent la plongée. Peu de temps après, ils arrivent à la porte et Klein demande à Lou d'utiliser le sang et une fiole sur le gardien. Mais l'idiot finit par donner la main au gardien. Heureusement, Nono le sauve et le soigne. Soudain, la porte s'ouvre et les aspire. Et quand ils se réveillent, ils se demandent où ils sont. À ce moment-là, Nono interroge Norm sur la qualité de l'air et quand elle confirme que c'est bon, Nono ouvre son masque pour économiser l'oxygène. Quand Lou fait de même, il demande à Norma pourquoi l'air ne sent pas le renfermer et elle révèle que Norton est de retour au palais. Ensuite, il décide de fouiller le couloir pendant que Klein explique qu'il se trouve probablement dans une tombe ancienne. À ce moment-là, ils aperçoivent des statues étranges, alors Lou craint qu'elles ne soient sacrifiées. Alors qu'il marche dans le couloir, Lou demande si Norton dort et Klein répond que c'est probable tout en ajoutant qu'il pourrait également être éveillé et actif. Il leur demande ensuite de poser la bombe dans le repère de Norton et de la ramener vivante. Nono demande comment localiser le repère et Klein demande à Lou de boire l'eau.
Lorsqu'il dit que c'est potable, Klein confirme que le palais est à nouveau actif et dit à Lou de verser un colorant dans l'eau, ce qui les mènera au repère. Pendant qu'ils suivent la teinture, Lou aperçoit une statue effrayante et après leur passage, les statues bougent pendant qu'elles suivent le Daiyuu. Naden explique que les anciens adoraient les empereurs dragons dans le passé et visitaient le palais sur des navires pour rencontrer une statue en bronze. Ils venaient souvent avec des offrandes, mais comme leurs prières restaient lettres mortes, le chef du village pensa que l'empereur dragon n'aimait pas leurs offrandes et se suicida. Malgré cela, le village fut incendié par l'empereur dragon. À ce moment-là, ils arrivent à l'arbre qu'Aki et Sheng ont trouvé et partent rapidement pour éviter leur sort. Ensuite, le Dai s'arrête dans une chambre où ils trouvent une statue de bronze géante et se rendent compte que ce doit être un lieu saint. Lou suggère qu'ils lâchent la bombe et partent, mais Nono lui dit de mettre son masque et le jette à l'eau. Elle saute ensuite après lui et il plonge à la recherche d'un passage vers le repère de Norton sous l'eau. Alors que Lou énumère de nombreuses raisons pour lesquelles c'est une mauvaise idée, Nono le fait taire et informe Clang que la visibilité est mauvaise. Soudain, j'entends Lou crier et je me demande ce qui s'est passé. Sur le fond marin, il trouve d'innombrables crânes, ce qui fait que Lou s'accroche étroitement à Nono. À ce moment-là, le navigateur révèle qu'il se trouve sur un ancien champ de bataille. Alors Klein leur ordonne de trouver l'entrée et Nono enlève le bandage de Lou. Elle appuie ensuite sa main ensanglantée contre une porte dans le sol, ce qui invoque alors une tornade. Sur le navire, ils perdent la connexion avec Lou et Nono, alors César et Klein invoquent leur serpent du vide pour les retrouver. Pendant ce temps, Lou et Nono se retrouvent dans un décor différent et descendent d'une roue hydraulique pour vérifier le repère. En entrant dans la maison, Nono assure à Lou que personne n'est là, mais Lou demande si la bougie est allumée depuis plus de 2000 ans. En réponse, Nono dit qu'il est connecté à une source de carburant et décide de demander à Norma. Mais elle découvre alors qu'ils ont été déconnectés du vaisseau, alors elle dit qu'ils le reconnecteront au cimetière et leur suggéreront de vérifier la pièce. Ensuite, Nona dit à Lou de rester sur place et dit qu'elle fait du profilage. Mais comme Lou n'a aucune idée de ce que cela signifie, elle explique qu'il s'agit d'une méthode d'enquête psychologique qui donne accès à l'esprit d'un criminel en copiant ses actes. Alors elle dit à Lou de ne pas l'interrompre et de la protéger pendant qu'elle fait son truc. À ce moment-là, Nono recrée les conversations entre Constantine et Norton dans la maison il y a des années. Quand elle a terminé, Nono révèle que Norton et Constantine vivaient autrefois dans la maison pendant que Lou commençait ses compétences. Elle révèle ensuite qu'elle l'a profilé lorsqu'elle l'a rencontré pour la première fois et qu'elle a appris tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Lou leur suggère alors de poser la bombe et de partir. Alors Nono calcule le temps dont ils ont besoin pour s'échapper et pose la bombe. À ce moment-là, elle réalise qu'elle s'est trompée à propos de la bougie allumée puisqu'elle a été récemment alimentée et allumée. Soudain, ils sortent précipitamment de la maison et retournent au cimetière, mais à leur grande consternation, ils ne trouvent plus les cordes. Nono déclare alors que quelqu'un a dû retirer les cordons et sentir la pression de l'eau changer. À ce moment-là, certains engrenages commencent à tomber dans l'eau alors que le palais prend vie. Nono conclut donc que quelqu'un a dû appuyer sur l'interrupteur. Rapidement, ils retournent au repère et le trouvent rempli d'eau. Alors Lou commente que les événements sont similaires à ceux d'Aki et Shang, alors ils plongent en dessous pour trouver une sortie. Et quand ils le font, Lou ouvre la porte avec son doigt qui saigne. Pendant ce temps, sur le navire, César leur suggère de plonger pour les retrouver. Mais Klein dit que c'est une mauvaise idée car ils ne savent pas ce qui se passe. De retour sous l'eau, Lou et Nono se feraient un chemin à travers le labyrinthe mais se retrouvent dans une chambre creuse. À ce stade, ils réalisent qu'ils sont perdus. Alors Lou se souvient soudain de sa capacité à voir la carte entière. Soudain, il l'active et se lie d'une manière ou d'une autre à Finger. Lou crie alors qu'ils ont besoin d'une carte du palais de bronze et ajoute qu'ils sont morts sans elle. Au même moment sur le navire, Klein hurle de douleur et se plaint que quelqu'un utilise sa tête comme relais pour envoyer des informations. Quelque part ailleurs, Finger utilise son ordinateur farfelu pour analyser la carte et trouver une issue pour Lou et Nono. Lorsque cela fonctionne, il les avertit que le palais s'effondre et qu'ils devront trouver une nouvelle sortie. Finger leur demande donc d'utiliser la sortie située juste en dessous d'eux. Alors pendant qu'ils se dirigent vers lui, Finger se plaint du retard de son ordinateur à cause de son Frank. Juste au moment où Klein propose de lui donner un accès au rang B et Finger se fraye un chemin vers l'accès au rang S et demande à Eva de conduire Lou et Nono en sécurité. Peu de temps après, Lou et Nono parviennent à sortir du labyrinthe. Pendant ce temps, sur le navire, le navigateur déclare que les eaux deviennent plus chaudes. Alors Rin déclare que Norton doit être en mouvement et essaie de les capturer. Alors César se tourne vers Klein pour obtenir des ordres, mais comme il a le cerveau grillé, César prend le commandement. Après que César ait délégué l'équipage à ses fonctions, le navire en prend soudainement un coup et le navigateur en charge du hangar rapporte qu'il a été perforé par quelque chose. Soudain, Samson retire sa queue et poignarde la dame avec. En conséquence, le hangar explose et le navire subit des dégâts. Tandis que Rin se demande d'où vient l'attaque, César fait remarquer qu'il n'y a rien sur le sonar. À ce moment-là, César se dit que Samson devait se cacher sous le navire pendant tout ce temps.
Il ordonne donc à l'équipage de démarrer le moteur et soudain le navire s'éloigne pour perdre Samson, mais le dragon nage après eux. Alors qu'ils tentent de perdre Samson, Rin attire l'attention de César sur Norton qui se tient sur une montagne et observe la situation. Norton saute alors à l'eau et convoque Samson, laissant César et ses compagnons confus. Norton apprécie alors Samson pour son service et Anna le vit instantanément. Soudain, Norton ravive Samson avec des flammes massives, mais cette fois elles fusionnent. Quelque part à proximité, Maya observe la situation et fait rapport à son employeur qui lui ordonne alors de quitter Lou et de tirer sur Norton si elle le doit. Pendant ce temps, sous l'eau, Lou et Nono nagent vers le bas, évitant les engrenages qui tombent et cherchant la prochaine porte. À ce moment-là, Finger les informe que la porte sera scellée dans quelques minutes, alors ils accélèrent, et juste à ce moment-là, Nono s'arrête lorsqu'elle trouve la dépouille de Sheng. Après avoir apprécié le sacrifice ultime de Sheng, ils prirent le coffre qu'ils tenaient et pensèrent qu'il devait avoir de la valeur. Soudain, Finger leur dit de se dépêcher, alors ils remarquent que le tunnel se referme sur eux et continuent la plongée. Comme ils ne trouvent pas la sortie, Lou panique et demande à Nuno ce qu'ils vont faire. À ce moment-là, il a une de ses visions où une version méchante de lui-même lui dit de faire pousser des couilles. Ensuite, il trouve la porte et pendant que Lou essaie de l'ouvrir, Nuno essaie de les empêcher de se faire écraser. Soudain, Lou voit Nuno essayer et se dit qu'il doit arrêter d'être une mauviette s'il espère être un héros comme Shang. Soudain, il enlève son masque et emprunte une page du livre de jeu d'Aaron. Rapidement, Nuno l'attrape et nage hors du tunnel. Pendant ce temps, sur le navire, Klein fait allusion à une fuite d'oxygène et s'évanouit ensuite. César ordonne donc à l'équipage de préparer une cloche de plongée et de partir vers le point d'amarrage le plus proche. Mais alors qu'ils partent, Norton les suit. Pendant ce temps, Lou discute déjà avec les morts jusqu'à ce que Nono le réveille. À ce moment-là, il se rend compte qu'il partage désormais de l'oxygène et Nono explique que son scaphandre a cessé de fonctionner. Quand Lou pense qu'ils sont en sécurité, Nono lui dit qu'ils sont encore à 80 mètres sous l'eau et lui suggère de prendre le sien puisqu'elle est pro en plongée libre. Malgré les protestations de Lou, Nan lui dit de se retourner pendant qu'elle se déshabille. Juste au moment où le navire lâche une cloche de plongée, César craint de ne pas pouvoir sauver les plongeurs si Norton attaque. Étonnamment, Chu apparaît dans un hélicoptère et révèle qu'il est venu pour aider. Sous l'eau, Nono enlève son costume et après que Lou l'ait enfilé, il se sent à nouveau normal. Alors Nono montre une fissure et nage vers elle pendant que Lou la suit. Soudain, la bombe qu'ils ont déclenchée explose et l'eau est contaminée par du poison. Voyant cela, Lou craint que Nono ne soit empoisonné sans son costume. De retour sur le navire, César déclare que l'aide de Chu n'a aucun sens puisque sa capacité spéciale ne peut pas fonctionner contre Norton. Soudain, le moteur du navire est endommagé. Mais comme il peut encore flotter, César dit à l'équipage de préparer les torpilles. Cependant, Rin révèle que toutes les ogives sont endommagées sauf une. Lorsque Teaser l'interroge sur son statut, le navigateur révèle qu'il n'est pas armé. Alors quand il leur demande de charger la torpille, le navigateur dit que cela pourrait ne pas fonctionner contre Norton. César explique ensuite comment fonctionnent les torpilles et déclare qu'elles causeront un certain nombre de dégâts à Norton. En entendant cela, Rin est d'accord avec lui, mais le navigateur souligne qu'ils devront frapper Norton de front si cela fonctionne car il se déplace plus vite qu'une torpille. À ce moment-là, Rin précise qu'ils doivent frapper Norton à bout portant pour qu'il n'ait pas beaucoup de temps pour réagir. À ce moment-là, César dit qu'ils se rapprocheront de Norton d'une manière ou d'une autre et dit aux membres de l'équipage de tirer la torpille à son commandement. En sortant, Rin déclare que le bruit du tir d'une torpille est comme le lancement d'une navette spatiale et le dissuade d'utiliser sa capacité spéciale qui amplifie le son et pourrait endommager ses oreilles. Mais Teaser rejette son conseil et s'en va. À ce moment-là, il fait face à Norton qui arrête alors soudainement de suivre le navire. Alors César met son bandeau sur les yeux et active sa capacité spéciale. Après cela, il sort un fusil et commence à tirer sur Norton, mais Norton époussette les balles comme des boules de neige. Lorsqu'une des balles atteint finalement Norton, Rin explique sur le navire que César essaie de provoquer Norton. Pendant que César occupe Norton avec ses balles, il demande aux membres de l'équipage s'ils sont prêts. Et lorsqu'ils confirment qu'ils le sont, il leur ordonne d'accélérer et supprime la couverture de sa capacité spéciale. Soudain, Norton remarque Chu volant au-dessus de lui dans un hélicoptère. Chu libère les flammes de sa règle et Norton lui rend l'appareil. Lorsque les flammes entrent en collision, une explosion lumineuse aveugle temporairement tout le monde sauf César qui enlève soudainement son bandeau et ordonne à l'équipage de tirer la torpille. Soudain, la torpille se dirige vers Norton, mais avant de réagir, il est violemment touché et projeté au loin. Après l'attaque, Norton coule et Chu prend les devants tandis que César remarque que ses oreilles saignent. À ce moment-là, Rin se présente pour lui demander s'il va bien et communique par la langue des signes, disant qu'il regrette de ne pas avoir écouté son avertissement. Après cela, César frotte la tête de Rin pour connaître le timing parfait du lancement de la torpille et suggère qu'ils continuent à faire de leur mieux ensemble. Sous l'eau, Nono et Lou repèrent la cloche de plongée et nagent vers elle. À ce moment-là, Nono inspire avec le détendeur attaché à la combinaison de Lou et continue de nager vers la cloche de plongée. En arrivant à la porte, elle la déverrouille et pousse Lou en premier. Mais alors qu'elle tente de le rejoindre, elle se fait soudainement empaler par la queue de Norton. Alors elle ferme la porte de la cloche de plongée tandis que Lou regarde avec incrédulité.
À ce moment-là, il passe en revue tous les souvenirs qu'il a de Nono et pleure à plein poumon, souhaitant que ce soit un rêve. Tandis que la cloche de plongée s'éloigne lentement, Lu se vautre dans l'angoisse et retrouve soudain une de ses illusions où il se retrouve à flotter dans l'espace. À ce moment-là, Mingzae commente que pleurer ne l'aidera pas. Et comme Lu n'a pas l'air très content de le voir, Mingzae dit qu'il lui a rendu visite parce qu'il a l'air d'être sur le point de mourir. Lu s'allonge alors sur le dos et dit qu'il doit récupérer car il doit faire quelque chose à son réveil. Mingzae souligne alors qu'il perd du temps et le peu de chance qu'il a de sauver Nono qui saigne. Lorsque Mingzae ajoute que même la vie de Liu est en danger, Liu dit que ce ne sont pas ses affaires. Ensuite, Mingzae demande à Liu ce qu'il envisage de faire tout en déclarant qu'il sait peut-être comment vaincre les dragons. En entendant cela, Liu devient attentif. Bientôt, Mingzae lui demande pourquoi il a accepté cette admission. En réponse, Liu dit que même si tout le monde a des raisons de chasser les dragons, il veut juste rendre ses parents fiers. Liu admet alors qu'il a triché pour réussir les examens et qu'il a eu l'aide de Mingzae pour décoder la carte. Pour cette raison, elle doute que ses parents soient fiers. Mingzae lui reproche donc d'avoir adhéré au syndicat étudiant et déclare qu'il ne serait pas dans cette situation s'il n'y avait pas adhéré. Pour sa défense, Liu dit qu'il s'est joint au groupe pour prouver sa virilité à Nono. Après cela, Mingzae traite Liu de perdant qui veut la plus jolie fille. Mais Liu dit à Mingzae qu'il ne comprend pas comment il n'a jamais signifié grand chose pour personne ni trouvé un sens à la vie jusqu'à ce qu'il rencontre Nono. Tandis que Liu parle du bien-être, Mingzae souligne que Nono ne l'a fait que par pitié et non par amour. Malgré cela, Lee panique et dit qu'il ne peut pas rester un perdant. Alors Mingzae lui demande ce qu'il compte faire. En réponse, Liu dit qu'il doit sauver Nono et conclut que c'est pour cela qu'il vit. Ensuite, Mingzae demande à Liu pourquoi il est si émotif et Liu révèle que Nono est l'un des très rares alliés qu'il a dans le monde. Mingzae propose d'aider Liu à condition qu'il conclue un contrat dans lequel Liu pourra l'appeler à l'aide 4 fois. Et lorsque tous ses souhaits sont exaucés, Mingzae peut vivre sa vie. Après y avoir réfléchi, Ku demande à Mingzae s'il peut vaincre un empereur dragon et il répond qu'il le peut. Alors Liu accepte l'accord tandis que Mingzae se demande ce que Nomino a fait pour le convaincre de payer un tel prix impliquant sa vie. En réponse, Liu dit que tout ce qu'il a à faire est d'éviter d'invoquer Mingzae 4 fois et de leur suggérer d'en finir. À ce moment-là, il se serre la main et Mingzae débloque une compétence qui permet à Liu de s'arrêter et d'améliorer les capacités spéciales des autres. Lorsque Liu demande ce que cela signifie, Mingzae explique que les compétences fonctionnent temporairement, sauf celles qu'il débloque lui-même. En plus de cela, Mingzae révèle que Liu a désormais une capacité spéciale à contrôler la vie elle-même. En entendant cela, Liu demande si les compétences sont accompagnées d'un manuel opérationnel mais Mingzae lui dit de simplement prononcer les mots. Ensuite, Mingzae débloque d'autres compétences et jette Liu à l'eau. À ce moment-là, il se réveille et se retrouve dans la cloche de plongée, alors il enlève son masque et s'échappe de la nacelle. Il met ensuite le masque sur Nono et utilise une compétence pour faire revivre Nono. Lorsqu'il essaye de la sortir, Norton se réveille et essaie de l'arrêter, mais Liu lui brise la queue et attache une corde à Nono. Il tire ensuite sur la corde pendant que le navigateur est alerté sur le navire. Lorsque César est informé, il ordonne aux médecins de se préparer à leur arrivée. Après que Nono soit remonté à la surface, Liu rencontre Mingzae dans une autre vision et déclare qu'il n'a débloqué aucune compétence offensive pour lui. Mingzae souligne ensuite que la boîte que Liu a prise à Shang contient 7 armes mortelles créées par Norton pour juger les autres dragons. Soudain, Liu attache Norton enchaîné en utilisant une nouvelle compétence, mais Norton se libère. Alors Liu le défie d'attaquer et lorsque Norton charge vers lui, Liu invoque le contenu de la boîte et l'utilise dans un joyau féroce contre Norton. Pendant que Liu et Norton se battent sous l'eau de l'océan éclabousse haut, mais après un moment, Norton s'éloigne, tandis que Mingzae commente que Liu est désormais sur un pied d'égalité avec Norton. Cependant, il déclare que Liu pourrait se fatiguer si le duel dure trop longtemps. Pendant ce temps, Liu se demande si quelqu'un ressentirait son absence s'il mourait et pense que seul Finger ne serait pas à court de partenaires de déjeuner. À ce moment-là, Mingzae insinue qu'il échangera ses positions avec Liu sans y réfléchir à 2 fois s'il en a l'occasion. À ce moment-là, Liu souligne qu'il y a d'innombrables choses qu'il n'a pas encore essayées avec sa future petite amie. Mingzu l'encourage donc à se battre et vise Norton lui-même plutôt que le dragon. Soudain, Liu décide de retrouver le dragon et active la capacité spéciale de César. Lorsqu'il localise le dragon, il charge soudainement et attaque sans se retenir. Cependant, lorsqu'il a l'occasion de mettre fin définitivement à Norton, il se rend compte qu'elle est faible et s'arrête soudainement dans l'espoir de racheter son ami. Mais Norton lui attrape soudain le cou et tente de l'écraser. Heureusement, Mintz l'aide à récupérer son épée, alors il poignarde rapidement Norton avec l'épée. Tandis qu'il regarde Norton s'effondrer, Liu revient sur les moments amusants qu'il a partagés avec Lo. Pendant ce temps, sur le navire, les médecins ont tendance à faire non, tandis que César panique en pensant qu'elle est partie. Étonnamment, elle se réveille, laissant César ému alors l'équipage les applaudit. À ce moment-là, Rin aperçoit Liu flottant dans l'eau et nage pour l'attraper. De loin, Mai regarde les événements se dérouler et découvre bientôt que Norton n'est pas complètement mort, alors elle charge ses munitions en pierre philosophale et met une balle dans la tête de Norton qui le fait ensuite exploser en 1 milliard de morceaux et le met fin pour de bon.
Quelque temps plus tard, Lou dîne avec Anju qui le félicite ensuite d'avoir réussi seul ses examens. Quand Lou demande si c'est si difficile, Anju répond que sa première chasse au dragon a été difficile. Ensuite, Lou demande à Anju pourquoi les dragons prennent forme humaine et il explique que c'est pour rendre les humains moins prudents. Anju remet alors à Liu une photo de Tao et révèle qu'il a grandi dans un orphelinat après la mort de ses parents. Curieux, Liu demande à Anju pourquoi Lao est devenu l'empereur dragon. Anju explique donc que Luo a toujours été l'empereur dragon jusqu'à ce qu'il meure dans une guerre et renaît lorsqu'il sort d'un cocon. Pour que Luo se sente mieux, Anju explique que le monde aurait pu être détruit si Norton avait pleinement utilisé ses capacités de flamme de règle. Ensuite, Lu rend la photo à Anju qui lui propose alors de la garder mais Lu refuse. À ce moment-là, Anju lui remet une lettre de sa mère dans laquelle elle écrit à quel point elle et son père sont fiers de lui. Ray en entendant ça, Lu fond en larmes. Lorsqu'il retourne dans son dortoir, Finger fait toute une histoire de son rendez-vous autour du thé avec Anju. Mais Lu dit que tout ce qui l'intéresse c'est l'article qu'il a publié sur lui. Apparemment, Finger avait écrit un article sur Lou avec des photos de lui ressemblant à une momie comparée à César. Lorsqu'il menace Finger de lui faire supprimer le poste, César se présente à la porte pour demander Sugar. À ce moment-là, Lou se rend compte qu'ils sont désormais voisins et que César et Chou cuisinent pour un bal et une fête d'adolescents. Alors qu'ils en font toute une histoire, Nono se présente pour offrir des chocolats à Lou. Mais quand Finger en réclame, elle lui demande d'aller le chercher tout seul. Après le départ de Finger, Nono remercie Lou de l'avoir sauvé. Mais d'après ce qu'elle dit, il se rend compte qu'elle ne se souvient pas grand chose de ce qui s'est passé, alors il joue le jeu. À ce moment-là, Liu reçoit une livraison de l'étranger et lorsqu'il l'ouvre, il trouve un téléphone. Au démarrage du téléphone, il reçoit un SMS de Mingzae lui disant qu'il prendra la relève pendant un quart de la vie de Liu comme il l'avait convenu. Immédiatement, Liu ressent un sentiment étrange mais se rend vite compte qu'il a été victime d'une farce. Alors il essaie de briser le téléphone mais pense qu'il n'aura plus jamais de nouvelles de Mingzae s'il le fait. Selon vous, laquelle des capacités spéciales est la plus complexe ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires et si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, aimez et abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avoir regardé